Ma femme m'a quitté après 12 ans et a choisi son patron à la place. Elle a souri et a dit, « Il peut me donner la vie que tu n'as jamais pu m'offrir. » J'ai fait mes valises et je suis parti. Elle ne s'attendait jamais à voir mon nom sur son contrat. Elle a souri en le disant. C'est le détail que je n'arrive pas à oublier. Pas un sourire nerveux, pas un sourire triste, un sourire soulagé. Comme si elle avait porté quelque chose de lourd pendant des mois et qu'elle l'avait finalement déposé sur ma poitrine avant de s'en aller. Il peut me donner la vie que tu n'as jamais pu m'offrir. Harrison, j'étais debout dans notre cuisine, la cuisine de la maison que nous avions achetée ensemble il y a 8 ans à Frisco, au Texas. Celle avec la baie vitrée que Camille avait choisie spécifiquement parce que la lumière du matin frappait la table du petit déjeuner juste comme il fallait. Et je tenais une tasse de café qui avait refroidi depuis 1 heure parce que j'étais dans mon bureau à domicile depuis 5 heures du matin, préparant un contrat de 37 millions de dollars pour un client. Je n'ai rien dit tout de suite. Je l'ai juste regardée, et elle n'avait pas l'air coupable. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle avait juste l'air prête, comme si elle avait répété cela, comme si elle s'était tenue devant le miroir de la salle de bain ce matin-là et avait pratiqué l'angle exact de son menton en le disant. Brent comprend le genre de vie que je veux. Tu n'as jamais compris ça. Brent Holloway, son patron, le directeur général d'une société de développement immobilier commercial appelée Pinnacle Group, dont le siège est à Uptown, Dallas. J'avais serré la main de cet homme à 3 fêtes de fin d'année différentes de l'entreprise. J'avais laissé Camille prendre ses appels pendant le dîner parce qu'elle disait qu'il ne la contactait en dehors des heures de bureau que lorsque c'était urgent. J'avais fermé les yeux une centaine de fois parce que je faisais confiance à ma femme. J'ai posé la tasse de café sur le comptoir très soigneusement, comme si cela avait de l'importance. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas la réponse à laquelle elle s'attendait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que Brent Holloway avait soumis une demande à mon cabinet 6 semaines plus tôt. Que son entreprise était au milieu d'un accord d'acquisition de 37 millions de dollars qui était sur le point de s'effondrer. Que dans moins de 3 semaines, tout son projet dépendait d'un seul examen et d'une seule négociation de contrat que seul un avocat à Dallas avait l'expertise spécifique pour gérer. Et cet avocat, c'était moi. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous ramener au début, car cette histoire n'a pas commencé quand Camille est partie. Elle a commencé au moment où j'ai réalisé que la vie que je pensais construire n'était pas la vie qu'elle avait jamais été intéressée à vivre. Avant d'aller plus loin, si vous avez déjà été pris au dépourvu par quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, si vous avez déjà dû vous relever et découvrir qui vous êtes sans la personne qui était censée être votre partenaire. Je veux que vous cliquiez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant et que vous laissiez un commentaire ci-dessous me racontant ce que vous traversez. Parce que cette chaîne existe exactement pour ces moments. Aimez cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à présent. Cela aide plus de gens à trouver ces histoires et je lis chaque commentaire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Mon nom est Harrison Cole. J'ai 44 ans. Je suis avocat spécialisé en contrat d'entreprise dans un cabinet appelé Meridian Legal Group, basé au centre-ville de Dallas, sur Commerce Street. J'ai passé 19 ans à bâtir une réputation dans les transactions immobilières commerciales, les fusions et les accords d'acquisition à enjeux élevés. Je ne suis pas un type tape à accent grave-l'œil. Je conduis une Lexus de 4 ans. Je porte des costumes qui sont de bonne qualité, mais pas extravagants. Je travaille beaucoup, peut-être trop. C'était toujours l'argument. J'ai rencontré Camille il y a 12 ans lors d'un dîner de collecte de fonds pour un hôpital pour enfants au Perot Museum à Dallas. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une société immobilière commerciale de taille moyenne à l'époque, et elle était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce sans en avoir l'air, cheveux noirs, rire rapide, yeux intelligents. Elle avait cette façon de vous écouter qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. J'étais conquis après la première conversation. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés dans un lieu à South Lake. Nous avons acheté une maison à Frisco alors que le quartier était encore en développement, à l'époque où le trajet semblait être un compromis qui en valait la peine. Nous avons parlé d'enfants, parlé de construire quelque chose qui durerait. Et pendant longtemps, j'ai sincèrement cru que nous faisions exactement cela. Je veux vous dire quelque chose sur ces premières années parce que je pense que c'est important pour comprendre tout ce qui a suivi. Camille et moi étions vraiment bien ensemble au début. Pas d'une manière de conte de fées. Nous nous disputions. Nous avions des moments difficiles.
Nous avions la friction ordinaire de deux personnes qui ont grandi différemment et qui apprennent à partager une vie. Mais il y avait un vrai courant entre nous, une connivence. Elle pouvait me faire rire plus fort que quiconque que j'ai jamais connu, ce qui n'est pas une mince affaire pour un homme dont le mode par défaut est mesuré et contrôlé. Et j'aime à penser que je lui ai donné quelque chose aussi. La stabilité, peut-être, ou une sorte d'ancrage solide qui ressemblait à de la sécurité quand elle en avait besoin. Les 4 ou 5 premières années dans la maison à Frisco étaient bonnes. Nous avions des dîners avec des amis. Nous prenions des vacances, un voyage au Portugal l'année après avoir acheté la maison, un long week-end au Nouveau-Mexique l'automne suivant. Nous avions des routines qui semblaient choisies plutôt que subies. Des matins où nous nous asseyions réellement à cette table près de la baie vitrée avec du café et parlions de choses qui comptaient. Je ne veux pas trop simplifier le déclin ou l'aplatir en quelque chose de plus net que ce n'était. Le mariage est un terrain compliqué, et son milieu, le long milieu, n'est pas quelque chose pour lequel on vous prépare. La passion des premières années devient quelque chose de plus calme, qui peut être soit de la profondeur, soit de la distance, selon le jour et le soin que vous y apportez. Je n'y apportais pas assez de soin. Je suis honnête à ce sujet. Mais quelque part en cours de route, je ne peux pas situer l'année exacte, honnêtement. Camille a changé. Ce n'était pas une seule conversation. Ce n'était pas une seule dispute. C'était une dérive lente et silencieuse, le genre que vous ne remarquez pas jusqu'à ce que vous leviez les yeux un jour et réalisiez que la personne de l'autre côté de la table du dîner est ailleurs depuis longtemps. Elle a pris un poste chez Pinnacle Group il y a environ 4 ans. Brent Holloway l'avait recrutée personnellement. Il l'avait vue lors d'un événement de réseautage de l'industrie dans le Design District et lui aurait dit qu'elle était gaspillée dans son cabinet actuel. Elle est rentrée ce soir-là électrique, la plus vivante que je l'ai vue depuis des mois. J'étais heureux pour elle, sincèrement. Pinnacle Group la payait mieux. Elle a obtenu un titre dont elle était fière, directrice du marketing et de la stratégie de marque. Les heures étaient longues, mais elle semblait énergisée au lieu d'être épuisée, ce qui semblait être un bon signe. Je me suis dit que c'était une chose saine. Elle s'épanouissait. Quel mari ne voudrait pas ça? Je sais maintenant ce que je me disais au lieu de voir clairement. Les changements sont venus progressivement. Des dîners plus tardifs, des événements professionnels plus fréquents auxquels je n'étais pas invité. Une nouvelle habitude de garder son téléphone face cachée. Une distance dans ses yeux qui est apparue si lentement que j'ai failli la confondre avec de la maturité. Je suis doué pour lire les contrats. Je trouve les choses que les gens essaient de cacher dans le langage pour gagner ma vie. Mais j'étais terrible pour lire le silence dans ma propre maison. Environ 8 mois avant son départ, je suis rentré d'un voyage de 4 jours à Houston où j'avais finalisé un important accord d'acquisition pour un client. Je lui ai apporté des fleurs de l'aéroport. Pas parce que c'était une occasion spéciale, juste parce que je les avais vues et que j'avais pensé à elle. Elle les a regardées comme on regarde quelque chose qui vous rappelle une erreur. Elle a souri. Elle les a mises dans un vase. Elle m'a remercié. Et quelque chose dans sa façon de le faire m'a dit que nous avions des problèmes. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas posé de questions. Je suis retourné au travail parce que le travail était le langage que je savais parler, et l'espace entre nous semblait trop fragile pour y toucher directement. Je me suis dit que je prendrais du temps. Je me suis dit que nous ferions un voyage. Je me suis dit que les choses se tasseraient. Ce ne fut pas le cas. Le matin où Camille m'a dit qu'elle partait, j'étais debout depuis avant l'aube. J'avais un contrat majeur sur mon bureau, une acquisition commerciale dans le corridor d'Uptown Dallas que mon client, un groupe de développement de Nashville, poursuivait depuis 18 mois. 37 millions de dollars, des dizaines de pièces mobiles. J'avais travaillé 16 heures par jour pendant 2 semaines d'affilée. Elle est descendue vers 7h30. Elle était habillée, son sac fait. J'ai remarqué le sac avant de remarquer son expression, et pendant une fraction de seconde, j'ai pensé qu'elle partait en voyage d'affaires. Puis elle l'a dit. J'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment, Harrison. J'ai posé mon café. Je suis malheureuse depuis longtemps, a-t-elle dit. Et j'ai essayé. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais je pense que nous savons tous les deux que ce n'est plus ce dont nous avons besoin. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Elle n'a pas hésité. Oui. Je lui ai demandé qui. Elle m'a dit, Brent. Brent Holloway, son patron.
L'homme dont j'avais assisté aux fêtes de fin d'année de l'entreprise avec un verre de vin et une poignée de main ferme, engageant une conversation polie sur les cow-boys et le marché de l'immobilier commercial pendant que mon mariage se dissolvait apparemment. Il est différent, Harrison, a-t-elle dit. Il me voit. Il comprend le genre de vie que je veux. Les dîners, les voyages, être entouré de gens qui construisent de vraies choses. Tu rentres à la maison et tu vas directement à ton bureau. Tu travailles à 5 heures du matin. J'ai l'impression de vivre seul. Je veux être juste ici. Il y a de la vérité là-dedans. Je sais qu'il y a de la vérité là-dedans. J'ai toujours trop travaillé. Ce n'est pas une défense. C'est un fait. Je suis le genre d'homme qui trouve un sens dans le travail. Et je n'ai pas toujours trouvé le bon équilibre entre cela et la personne se tenant dans la même maison. Mais il y a une différence entre un mariage qui lutte avec les habitudes de travail d'un partenaire et un mariage qui se termine parce que l'autre partenaire a construit une sortie depuis plus d'1 an. Il peut me donner la vie que tu n'as jamais pu m'offrir, a-t-elle dit. Et elle a souri. Je pense encore à ce sourire, pas avec amertume, ou pas seulement avec amertume. J'y pense parce qu'il était honnête. Parce que pour une femme qui avait été prudente pendant des mois, qui avait gardé son visage parfaitement composé chaque fois qu'elle rentrait tard ou mettait son téléphone dans sa poche quand j'entrais dans la pièce, à ce moment-là, elle m'a laissé voir exactement qui elle était. Elle n'était pas triste. Elle n'était pas déchirée. Elle avait fait son choix bien avant cette conversation, et elle était soulagée de le dire enfin à voix haute. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'aimerais dire que c'est la dignité qui m'a gardé silencieux, mais honnêtement, je pense que c'était le choc. Le choc silencieux est spécifique de réaliser que tout ce que vous pensiez solide était creux depuis longtemps. D'accord, ai-je dit à nouveau. Elle a pris son sac. Elle a dit que son avocat prendrait contact. Elle est sortie par la porte d'entrée. Je suis resté dans la cuisine pendant un long moment. Puis je suis retourné à mon bureau à domicile et j'ai continué à travailler sur le contrat. J'ai besoin de vous parler du contrat. 6 semaines avant que Camille ne parte, un dossier a atterri sur mon bureau chez Meridian Legal Group. Il est arrivé par l'intermédiaire de notre coordinateur du développement des affaires, une recommandation standard d'un courtier en immobilier commercial avec qui nous avions déjà travaillé. Une société appelée Pinnacle Group était en train d'acquérir une propriété de développement à usage mixte dans le corridor d'Uptown Dallas. L'accord était en cours depuis plus d'1 an. Ils en étaient à la dernière étape, l'examen et la négociation du contrat, et leur équipe juridique existante était dans une impasse. Les avocats du vendeur avaient introduit une série de clauses de contingence très techniques qui perturbaient le calendrier et menaçaient de faire échouer tout l'accord. Pinnacle Group avait besoin d'un spécialiste, plus précisément de quelqu'un avec une grande expérience du droit des contrats d'acquisition commerciale au Texas et une expérience avérée dans la négociation de structures de contingence complexes sous la pression des délais. C'est un ensemble de compétences assez spécifiques. Il n'y a pas beaucoup d'avocats à Dallas qui correspondent à ce profil au niveau dont Pinnacle avait besoin pour un accord de cette taille. Mon nom a été mentionné. Voici ce que je veux que vous compreniez sur ma façon de fonctionner professionnellement. Quand un dossier arrive sur mon bureau, je l'évalue sur ses mérites. Je regarde la structure de l'accord, la complexité juridique, le calendrier, le client. Je ne regarde pas la vie personnelle du client. Je ne recherche pas avec qui il sort ou ce qu'il fait le week-end. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Ce n'est pas comme ça qu'un avocat éthique travaille. Donc, quand le dossier est arrivé et que le client était listé comme Pinnacle Group et que le directeur général demandant la représentation était Brent Holloway, je n'ai fait aucun lien avec Camille pendant plusieurs jours. Leur relation, quelle qu'elle soit à ce moment-là, n'était pas quelque chose dont j'étais encore conscient de manière concrète. J'avais des soupçons. J'avais un sentiment au fond de ma poitrine que je continuais à refouler, mais je ne savais pas. J'ai accepté l'affaire. J'ai rencontré Brent Holloway 2 fois au cours des 2 semaines suivantes. Salle de conférence, cadre professionnel. Il était impeccable, le genre d'homme qui présente bien. Bon costume, posture confiante, l'autorité facile de quelqu'un qui a l'habitude d'être la personne la plus importante dans la pièce. Il m'a regardé comme les hommes puissants regardent parfois les avocats, comme si nous étions un outil utile, sophistiqué, mais finalement au service de leurs objectifs. Il ne savait pas qui j'étais. Je veux dire, il connaissait mon nom et mon cabinet et ma réputation, mais il ne savait pas que j'étais Harrison Cole, le mari de Camille Cole, qui travaillait pour lui.
Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si Camille savait que je travaillais sur son accord. Elle ne l'a jamais mentionné. Je n'en ai jamais parlé. Et au moment où elle est partie, j'avais déjà fait la plupart de mon travail préliminaire sur le dossier et je n'avais rien dit du conflit d'intérêts à personne, y compris à moi-même. Mais c'est ici que l'éthique compte. Et c'est ici que je dois être complètement honnête avec vous sur ce qui s'est passé parce que je ne suis pas le méchant de cette histoire. Mais je ne vais pas non plus prétendre que j'ai tout géré parfaitement. Le lendemain matin du départ de Camille, je suis resté assis dans mon bureau pendant un long moment avant de prendre le téléphone. J'ai appelé mon associé directeur, un homme nommé Douglas Hart, qui pratiquait le droit à Dallas depuis plus de 30 ans. Je lui ai tout dit. Je lui ai parlé de Camille. Je lui ai parlé de Brent. Je lui ai dit que j'avais pris conscience d'un conflit d'intérêts personnel avec notre client actuel qui nécessitait son attention. Douglas est resté silencieux un moment. « Est-ce que tu demandes à être retiré de l'affaire » a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi attentivement. Non, ai-je dit. Le conflit n'affecte pas ma capacité à représenter le client de manière compétente et éthique. Ma situation personnelle avec son employé n'a aucune incidence sur le travail juridique, mais vous devriez le savoir. Et cela devrait être documenté. Douglas a accepté. Nous l'avons documenté. Nous avons demandé à notre conseil d'éthique d'examiner la situation. La conclusion était que, bien que le conflit soit réel et nécessite une divulgation, il ne nécessitait pas de retrait étant donné la nature du travail juridique et l'absence de tout intérêt contradictoire entre ma situation personnelle et les besoins juridiques du client. Brent Holloway a été informé du lien personnel. Pas les détails. Ceci m'appartenait, mais suffisamment pour qu'il comprenne que son avocat et son employé avaient une histoire personnelle. Il n'a pas mis fin à la représentation. Je vais vous laisser méditer là-dessus un instant. L'homme qui avait une relation avec ma femme depuis Dieu sait combien de temps, qu'il avait regardé quitter mon mariage un mardi matin, a découvert que l'avocat qui gérait son accord de 37 millions de dollars était son mari, et il a décidé de continuer. Peut-être qu'il ne pensait pas que je découvrirais les détails. Peut-être qu'il s'est dit que j'étais un professionnel et que je resterais dans mon domaine. Peut-être qu'il était assez arrogant pour croire que cela n'avait pas d'importance. Ou peut-être, et je pense que c'est plus proche de la vérité, il n'a tout simplement pas pensé à moi en tant que personne. J'étais un prestataire de service. Il avait un accord à conclure. C'était toute l'équation. Je veux faire une pause ici et vous dire comment étaient réellement ces premières semaines. Parce que ce n'est pas une histoire où je suis rentré à la maison, j'ai pleuré pendant une journée, puis j'en suis sorti triomphant et imperturbable. C'était plus dur que ça. La maison semblait énorme. Je ne le dis pas de manière poétique. Je veux dire qu'elle donnait littéralement l'impression que les pièces s'étaient agrandies. La cuisine avec la baie vitrée, le couloir où Camille avait accroché une estampe qu'elle avait achetée dans une galerie du Bishop Art District, la chambre où je dormais encore de mon côté du lit par habitude. J'ai appelé mon frère Ryan qui vit à Austin. Il est venu pour un week-end et nous nous sommes assis sur le porche arrière dans le noir à boire de la bière et à ne pas dire grand-chose, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Ma collègue et amie la plus proche au cabinet, une femme nommée Patricia, qui a survécu à 2 divorces et est plus coriace que quiconque que j'ai jamais rencontré dans une salle d'audience, s'est assise en face de moi au déjeuner un jour et a dit « Harrison, tu vas t'en sortir. Pas aujourd'hui. Peut-être pas avant un certain temps, mais tu vas t'en sortir. » Je l'ai cru. Je ne le sentais pas encore. Mais je l'ai cru. Je me suis jeté dans le travail, ce que je fais toujours, ce qui explique en partie pourquoi j'étais dans cette situation en premier lieu. Mais voici le truc avec le travail. Quand vous souffrez, parfois la concentration est un cadeau. Parfois, avoir quelque chose de concret et de complexe à résoudre est ce qui empêche votre cerveau de se dévorer lui-même. L'affaire Pinnacle Group était complexe. Les avocats du vendeur avaient introduit des clauses de contingence liées aux évaluations environnementales et aux délais d'approbation de zonage qui étaient conçus, j'en étais presque certain, pour donner au vendeur une flexibilité maximale pour se retirer de l'accord avec une pénalité minimale. C'était du bon travail d'avocat de leur part. Mon travail consistait à le neutraliser sans faire exploser la transaction. J'ai travaillé sur ce contrat pendant 3 semaines et demie d'affilée. Je veux dire, j'ai travaillé tôt le matin, tard le soir, les week-ends. J'ai négocié 4 fois avec l'équipe juridique du vendeur. J'ai restructuré 3 clauses majeures.
J'ai introduit une disposition de caution de bonne fin qui protégeait la position de mon client sur le calendrier de zonage d'une manière que l'autre partie n'avait pas anticipée et ne pouvait pas facilement contester. C'était l'un des meilleurs travaux juridiques que j'ai réalisés dans ma carrière. Je sais que cela semble étrange compte tenu de tout ce qui se passait dans ma vie personnelle à l'époque, mais il y a quelque chose de clarifiant à opérer à la limite de ses capacités pendant que votre cœur se brise. Vous découvrez de quoi vous êtes réellement fait. L'accord a été conclu un jeudi après-midi fin octobre. J'étais dans une salle de conférence au 14e étage d'un immeuble sur McKinney Avenue. Une lumière vive d'après-midi entrait par les fenêtres allant du sol au plafond. Le centre-ville de Dallas s'étendait en dessous de nous. Je me suis assis en face de l'équipe du vendeur avec les représentants de mon client de chaque côté, et nous avons finalisé les dernières signatures sur une acquisition commerciale de 37 millions de dollars. C'était un bon accord. Mon client a obtenu ce dont il avait besoin. L'accord qui était sur le point de s'effondrer était conclu. Les problèmes de contingence étaient résolus. Le calendrier a été respecté. Brent Holloway était dans la pièce. Il m'a serré la main quand ce fut terminé. Travail exceptionnel, a-t-il dit. Et il le pensait. Je pouvais entendre qu'il le pensait, ce qui était une chose étrange à recevoir de sa part. De toutes les personnes. Vous avez sauvé cet accord, Harrison. Je veux que vous le sachiez. Je l'ai regardé. Je lui ai serré la main. J'ai dit « merci ». Il n'avait aucun moyen de le savoir. Ou peut-être qu'il le savait et a choisi de ne pas y penser. Que j'avais travaillé sur son accord pendant des semaines pendant que la vie que je pensais avoir était emballée dans des boîtes à Frisco. Que le matin où Camille est partie, j'étais retourné à mon bureau et avais continué à travailler sur son contrat. Que l'expertise juridique pour laquelle il me louait avait été développée sur 19 ans de longs matins et de longues nuits qui n'avaient apparemment pas été suffisants. Je veux être prudent ici. Je ne vous raconte pas cette histoire comme une histoire de vengeance. Je ne vous dis pas que Brent Holloway a eu ce qu'il méritait. Je vous raconte cette histoire à cause de ce qui s'est passé après la conclusion de l'accord. À cause de ce que j'ai découvert plus tard, et à cause de ce que Camille m'a dit la seule fois où nous avons parlé après le début de la procédure de divorce. La procédure de divorce a commencé en novembre. Nous n'avions pas d'enfants, ce qui a rendu certaines choses plus simples et d'autres, d'une manière différente, plus difficiles. Nous avions la maison, les actifs, et 12 ans d'une vie qui devait être divisée en deux. Camille avait engagé un avocat d'un cabinet à Addison. J'ai géré ma propre représentation par l'intermédiaire d'un collègue en droit de la famille d'un autre cabinet. Douglas est assuré qu'il n'y avait pas de conflit là non plus. Nos avocats ont fait la plupart des communications. Camille et moi n'avons pas beaucoup parlé directement. Elle m'a appelé une fois. J'ai failli ne pas répondre, mais je suis curieux de nature. C'est en partie ce qui fait de moi un avocat décent. Et je voulais entendre sa voix pour voir si elle sonnait différemment maintenant. Si le soulagement que j'avais vu sur son visage ce matin-là s'était transformé en autre chose. Je veux juste que tu saches, a-t-elle dit, que ce n'était pas parce que je ne t'aimais pas. Je t'ai aimé. Je t'aime. Mais j'ai besoin d'une vie différente. Je lui ai demandé si elle était heureuse. Une pause. Je pense que je le serai. Je lui ai demandé si elle savait que Brent travaillait avec mon cabinet avant de partir. Une autre pause, plus longue cette fois. Non, a-t-elle dit. Je ne savais pas. Et je l'ai cru parce que Camille a toujours été beaucoup de choses, mais elle n'est pas une penseuse stratégique de cette manière. Elle prend des décisions basées sur le sentiment, pas sur l'architecture. Le timing était une coïncidence. Une coïncidence vraiment étrange, mais une coïncidence. D'accord, ai-je dit pour la 3e fois dans cette histoire. Nous avons raccroché. Ce que j'ai découvert 2 mois plus tard venait de Patricia, ma collègue, qui l'a entendu d'un courtier commercial que nous connaissons tous les deux. Les rumeurs voyagent vite dans le monde de l'immobilier de Dallas. Les cercles se chevauchent constamment. Avocats, courtiers, développeurs, ils se connaissent tous. Ils parlent tous. L'accord de Pinnacle Group avait été conclu. Mais dans les mois qui ont suivi, quelque chose d'autre avait commencé à se défaire. Un audit interne chez Pinnacle Group avait révélé des irrégularités dans les rapports financiers liés à des projets antérieurs. Pas l'acquisition sur laquelle j'avais travaillé, mais des accords plus anciens,
le genre de chose qui peut rester tranquillement en arrière-plan pendant des années avant que quelqu'un ne tire le bon fil. Les conclusions de l'audit étaient suffisamment graves pour que le conseil d'administration de Pinnacle Group demande un examen de la direction de Brent Holloway. Je veux être clair, cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'ai pas initié cela. Je n'ai eu aucune implication dans ce processus. Je l'ai appris de la même manière que tout le monde dans la communauté juridique de l'immobilier de Dallas l'a appris, par la conversation. Mais le timing était remarquable. Camille m'avait quitté pour un homme dont la vie professionnelle commençait à se fissurer exactement au moment où elle s'était liée à lui. La vie qu'il lui avait promise, les dîners, les voyages, l'énergie, la visibilité, était construite sur une fondation qui n'était pas aussi solide qu'elle en avait l'air. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux après ça. Je ne le sais sincèrement pas. C'est sa vie. J'ai arrêté de la suivre de la même manière que vous arrêtez de suivre quelque chose qui ne vous appartient plus. Ce que je sais, c'est ceci, l'accord de 37 millions de dollars que j'ai conclu pour Brent Holloway est devenu l'un des cas les plus référencés dans la pratique de l'immobilier commercial de mon cabinet. Il a ouvert les portes à 3 autres clients majeurs. C'était le genre de victoire professionnelle qui se compose, qui se construit sur elle-même, qui fait sonner le téléphone. 6 mois après la finalisation du divorce, on m'a proposé de devenir associé nominal chez Meridian Legal Group. J'ai accepté. Je veux vous dire quelque chose à laquelle je pense depuis longtemps. Quelque chose que je n'aurais pas pu dire dans ces premières semaines où je me tenais dans la cuisine avec la baie vitrée avec du café froid à la main. Je n'étais pas un mari parfait. Je veux le dire clairement sans excuser Camille ou minimiser ce qu'elle a fait. Je travaillais trop. Je rentrais à la maison et disparaissais dans mon bureau. Je me disais que construire la sécurité financière était un acte d'amour. Et peut-être que ça l'était, mais ce n'était pas la seule forme que prend l'amour, et ce n'était pas la forme dont elle avait besoin. Un mariage qui échoue n'est presque jamais entièrement la faute d'une seule personne. Ce n'est pas une chose confortable à dire. Il est plus facile d'être la partie lésée, l'innocent, la personne qui a été prise au dépourvu sans que ce soit de sa faute. Et à certains égards, j'étais cette personne. Mais j'étais aussi un mari qui avait été émotionnellement absent pendant des années tout en se félicitant d'être financièrement présent. J'avais besoin de le savoir. J'avais besoin que le sol se dérobe sous mes pieds avant de le regarder. Honnêtement, voici ce que je sais maintenant. Assis dans mon nouvel appartement à Uptown Dallas avec une vue sur la ville dans laquelle je travaille depuis 19 ans. Je suis meilleur pour rester assis sans rien faire. Pas encore excellent. Je ne veux pas prétendre avoir eu une transformation nette, mais meilleure. Je fais des promenades le matin avant d'ouvrir mon ordinateur portable. Je dîne avec Ryan quand il passe en ville et je laisse mon téléphone dans la poche de mon manteau. Je suis allé en thérapie pour la première fois de ma vie à 43 ans et je me suis assis sur une chaise en face d'une femme nommée Dr. Anita Reeves et j'ai dit à voix haute pour la première fois que j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à confondre productivité et valeur. Elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça, ce qui était probablement le cas, mais il m'a quand même fallu 43 ans pour le dire. Je veux vous parler du matin où j'ai emballé mes affaires de la maison de Frisco pour la dernière fois. J'avais arrangé ça un samedi début décembre. Camille n'était pas là. Elle avait accepté d'être ailleurs ce matin-là. Ryan est monté d'Austin et m'a aidé à déplacer des boîtes dans un garde-meubles. Ma collègue Patricia est venue aussi, ce que je n'avais pas demandé et dont j'étais reconnaissant. Nous avons travaillé en silence la plupart du temps. Il y a une qualité particulière à emballer une vie qui s'est terminée. La façon dont vous devez toucher chaque objet et prendre une décision à son sujet. Ceci part, ceci reste. Ceci, je ne sais pas quoi en faire. J'ai mis des choses dans des boîtes, je les ai étiquetées avec un Sharpie et je les ai chargées dans le camion de Ryan. Et je ne me suis pas permis de trop y penser. La dernière chose que j'ai prise était une tasse. Pas celle de ce matin-là. J'avais laissé celle-là dans le placard. Une autre, une simple grise que j'avais achetée des années auparavant dans une station-service lors d'un voyage en voiture. Un de ces objets inexplicablement durables qui survivent à tous ceux qui les entourent. Je me suis tenu dans la cuisine avec la baie vitrée une dernière fois. La lumière du matin entrait exactement comme Camille avait toujours dit qu'elle le ferait. Elle avait eu raison sur ce point. J'ai mis la tasse dans une boîte. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai recommencé d'une manière que je n'avais pas prévue, c'est-à-dire honnêtement. Je suis sorti avec des gens depuis le divorce.
Rien de sérieux pour l'instant. Je ne suis pas pressé, ce qui est nouveau pour moi car j'ai toujours agi rapidement. J'ai toujours eu une cible et un calendrier. Mais j'ai appris à m'asseoir dans l'incertitude d'une manière que je ne pouvais pas avant. C'est inconfortable. C'est aussi, je pense, la chose qui me manquait. Le chapitre professionnel s'est ouvert de manière que je n'aurais pas pu anticiper. Le partenariat, de nouveaux clients, une affaire au printemps dernier qui est allée en médiation et s'est réglée pour un montant qui a fait la une du Dallas Business Journal. Je travaille sur quelque chose qui m'importe maintenant, une initiative pro bono avec une organisation d'aide juridique qui aide les propriétaires de petites entreprises à naviguer dans les baux commerciaux. Des gens qui n'ont pas les ressources pour se protéger du genre exact de manipulation des clauses de contingence auxquelles je suis confronté chaque jour chez Meridian. Ce travail, le travail pro bono, est la chose la plus ancrante que je fais chaque semaine. S'asseoir en face d'une propriétaire de petit restaurant à East Dallas pour lui expliquer en langage simple ce que l'avocat d'un propriétaire essaie de lui faire. Regarder quelqu'un qui est entré effrayé repartir avec des informations. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel. Les gens me demandent, quand je leur raconte des bribes de cette histoire, ce sur quoi je suis prudent. Ils me demandent si je regrette la façon dont ça s'est terminé. Si je souhaite m'être battu plus fort, si je souhaite l'avoir vu venir. Je ne regrette pas que ça se soit terminé. Je pense que c'est la réponse honnête. Je pense que nous étions arrivés au bout de ce que nous pouvions être l'un pour l'autre. Et je pense que rester aurait signifié que deux personnes se rendraient mutuellement et discrètement malheureuses pendant une autre décennie avant que la même fin n'arrive. Quoi qu'il en soit, je regrette les manières dont je lui ai manqué. Je m'accroche à cela, non pas comme une culpabilité qui paralyse, mais comme une information que j'emporte dans tout ce que je fais maintenant. Je ne lui souhaite aucun mal. Je le pense. Camille n'est pas une méchante. C'est une personne qui a fait des choix. Certains d'entre eux mauvais. Certains d'entre eux peut-être nécessaires pour des raisons que je ne peux pas voir entièrement de là où je suis. J'espère qu'elle a la vie qu'elle voulait. Je le dis moins comme une chose noble que comme une chose pratique. Son bonheur et mon bonheur ne sont plus connectés, et dépenser de l'énergie à lui en vouloir est un impôt que je ne suis plus disposé à continuer de payer. Quant à Brent Holloway, je ne lui ai pas parlé depuis la conclusion de l'accord. Son cabinet a changé de représentation juridique après que la situation de l'audit interne s'est développée. C'est approprié. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. J'ai signé son contrat. J'ai fait mon travail. C'est toute l'histoire. La partie qui me reste le plus, la chose à laquelle je reviens sans cesse, ce n'est pas le matin où Camille est partie. Ce n'est pas la salle de conférence où l'accord a été conclu. Ce n'est même pas le moment où j'ai découvert pour Brent. C'est une chose plus petite. C'est le moment dans le bureau de Douglas Hart où j'ai pris la décision de divulguer le conflit d'intérêts. J'aurais pu ne rien dire. Personne ne savait. L'affaire aurait suivi son cours. L'accord aurait été conclu. Brent Holloway n'aurait jamais eu à être informé que son avocat avait un lien personnel avec son employé. Mon cabinet n'aurait jamais eu à documenter quoi que ce soit. Je le savais. C'était la seule raison pour laquelle j'ai dit quelque chose. Je me suis assis dans le bureau de Douglas un mercredi matin et je lui ai tout dit. Et quand il m'a demandé si je demandais à être retiré de l'affaire, j'ai dit non. Pas pour des raisons stratégiques. Pas parce que je voulais être dans la pièce quand Brent Holloway signerait ses papiers, mais parce que la bonne réponse était non. Parce que le conflit était réel, mais pas disqualifiant. Parce que le chemin éthique était la divulgation et la continuation, pas le retrait sur la base de sentiments personnels. C'est une petite chose, une chose ennuyeuse probablement comparée au reste de cette histoire, mais c'est la chose dont je suis le plus fier. Quand tout le reste était en chute libre, quand mon mariage se terminait et que je dormais seul dans une maison trop grande et que je travaillais 16 heures par jour pour ne pas sentir le poids de tout ça, j'ai pris la bonne décision un jeudi matin dans le bureau d'un associé directeur. Pas une décision dramatique, pas une décision héroïque, juste la bonne. Ma mère avait l'habitude de dire que le caractère, c'est ce que vous faites quand cela ne vous profite pas. Je pensais que c'était un cliché. Je pense maintenant que les clichés deviennent des clichés parce qu'ils sont vrais. Je suis dans un endroit différent maintenant qu'il y a 2 ans. Physiquement, professionnellement, personnellement. L'appartement à Uptown est à moi d'une manière que la maison à Frisco n'a jamais vraiment semblé l'être. Pas parce qu'il est mieux, mais parce que tout ce qui s'y trouve est exactement là où je l'ai mis.
Je me lève tôt. Je travaille encore trop, probablement. Je m'améliore pour quitter le bureau avant que le bâtiment ne se vide. J'ai des rendez-vous fixes avec Ryan 2 fois par mois que je n'annule pas. Je dîne avec Patricia et son mari dans un restaurant du quartier de Kessler Park qu'elle essaie de me faire essayer depuis des années. Et qui est, je l'admets, excellent. Je pense parfois à la baie vitrée, à la lumière du matin, au café froid. Je pense à ce que Camille a dit. Il peut me donner la vie que tu n'as jamais pu m'offrir. Et je pense à ce que je sais maintenant que je ne savais pas alors. La vie que je n'ai jamais pu lui offrir. Peut-être. Peut-être qu'elle a raison sur ce point. Certaines personnes sont faites l'une pour l'autre d'une manière qui crée de l'expansion. Et certaines personnes sont faites l'une pour l'autre d'une manière qui crée une lente compression. Et aucune des deux personnes n'est nécessairement le méchant de cette dynamique. Ou peut-être que la vie qu'elle voulait dire est celle qui avait une certaine apparence de l'extérieur, les dîners, les voyages, l'homme avec le bureau d'angle qui l'appelle par son nom devant des gens importants. Et peut-être que cette vie est exactement ce qu'elle voulait, et elle l'aura, et elle sera heureuse. Je l'espère sincèrement. Ce que je sais, c'est la vie que je construis maintenant. Méthodique, honnête, ancrée dans un travail dont je suis fier et des relations que j'ai arrêté de prendre pour acquises. Moins impressionnante de loin, peut-être. Plus calme, mais à moi. Cela doit être suffisant. Et la plupart du temps, ça l'est. Vous savez ce qui m'a le plus frappé dans l'histoire de Harrison? Ce n'était pas la trahison. C'était le moment où il est entré dans le bureau de son patron et a divulgué le conflit. Alors que personne n'aurait jamais su s'il était resté silencieux. C'est qui vous êtes réellement, pas qui vous êtes quand les gens regardent. Qui vous êtes quand personne ne regarde. Je pense que beaucoup d'entre nous confondent être loyal avec être aveugle. Et nous confondons travailler dur avec être présent. Harrison a fait ces deux choses et cela lui a coûté. Si cette histoire vous a fait penser à quelque chose dans votre propre vie, mettez-le dans les commentaires.